Hey, salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. On se retrouve encore une fois pour une vidéo sur le thème de la science-fiction, sachant qu'elle fait suite à la vidéo précédente sur l'histoire de la science-fiction au Japon. Mais cette fois on parle plus précisément des différents sous-genres de science-fiction. Mais j'ai pas pu tout mettre en une seule vidéo, donc tout ce qui touche aux mecha, les Eva Gundam et les androïdes, ce sera pour une autre vidéo. Et les super-héros, que je classe également en science-fiction, c'est également pour une autre vidéo. Alors que le roman de Jules Verne De la Terre à la Lune a inspiré entre autres Konstantin Tsiolkovsky et Werner von Braun, que la destruction libératrice de H.G. Wells inspira Léo Szilard pour le développement de l'énergie nucléaire, ou encore que le film 2001 L'Odyssée de l'espace inspira de nombreux chercheurs américains en intelligence artificielle, au Japon, les animes de mecha ont motivé de nombreux ingénieurs japonais pour travailler dans le domaine de la robotique, domaine dans lequel le Japon est leader mondial depuis plusieurs décennies. Téléphone portable, télévision, sous-marin, fusée, internet, de nombreux éléments de notre quotidien qui nous semblent totalement banals sont d'abord apparus dans le monde de la science-fiction. Tout comme la science-fiction s'inspire des théories scientifiques, la science et la technologie sont également influencées par la science-fiction. Les thèmes et les schémas narratifs de la science-fiction ressemblent beaucoup à ceux de la fantasy. On y retrouve très souvent le thème de l'épopée épique ou de la quête d'un héros, ainsi que des critiques de la société ou des métaphores de faits historiques. D'ailleurs, les deux genres sont apparus à peu près en même temps au 19e siècle. Un siècle de grandes découvertes scientifiques. Tout semblait alors possible, que la Lune soit habitée par des extraterrestres, que l'on puisse leur rendre visite grâce à des canons géants, des robots domestiques et même des véhicules volants. La science-fiction est un genre relativement récent, mais qui possède de très nombreux sous-genres. L'évolution de la technologie et de la science forçant le genre à constamment évoluer. Alors que dans le passé on croyait à la vie intelligente sur Mars ou même sur la Lune, le développement des techniques d'observation ont démontré le contraire. En tout cas pour le moment. Chez Osamu Tezuka, les portes qui s'ouvraient et se ferment automatiquement en détectant l'approche d'un être humain étaient à l'époque de la pure science-fiction. Mais dans le monde moderne, les portes automatiques n'impressionnent plus grand monde. Les téléphones mobiles qui peuvent émettre et recevoir des appels où qu'ils se trouvent sont également évidents. L'évolution de l'informatique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, de la nanotechnologie oblige en permanence les auteurs de science-fiction à évoluer. Avant de parler des différents sous-genres en eux-mêmes, il faut parler des deux tendances, la science-fiction dure et la science-fiction douce. La science-fiction dure se concentre sur la précision et la cohérence scientifique, dans la continuité d'œuvres comme 20 milieux sous les mers, écrit par Jules Verne en 1870, bien que le terme de science-fiction dure n'apparaît qu'en 1957. Une œuvre de science-fiction dure doit être précise, logique, crédible et rigoureuse dans l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques. Les technologies, le scénario et les situations sont pratiquement ou du moins théoriquement possibles. Mais bien sûr, il y a un certain niveau de tolérance. La dureté scientifique ne dépend pas vraiment de la précision absolue du contenu scientifique, mais plus de la rigueur et de la cohérence. Par exemple, le roman et le film Jurassic Park et les films d'animation Pat Labor sont classés en science-fiction dure, pourtant ils sont scientifiquement irréalisables, en tout cas dans l'état actuel de la science. Un film ou un anime de science-fiction dure se déroulant dans l'espace essaie de minimiser les libertés artistiques, et dépend par exemple de comment il explique la pesanteur dans l'espace, comment il utilise le son malgré le vide spatial, les communications sont-elles instantanées ou limitées par la vitesse de la lumière. Dans le cinéma, la référence est évidemment 2001 L'Odyssée de l'espace, mais dans l'animation, on peut citer Planète, Space Brothers ou encore Denunkoi. La science-fiction douce est apparue à la fin des années 1970, soit 13 ans après la science-fiction dure, et est divisée en deux catégories. Soit l'histoire se concentre sur les sciences douces comme la sociologie ou la psychologie par exemple, plutôt que sur l'ingénierie et les sciences dites dures comme la physique, l'astronomie ou la chimie, soit elle n'est tout simplement pas scientifiquement exacte. Les histoires de science-fiction douce se concentrent plus sur les personnages, leurs émotions, leurs relations, plus que sur la science et la technologie, comme par exemple dans Steins Gate, malgré ses nombreux débats scientifiques, ou les héros de la galaxie. Si l'histoire se déroule dans l'espace, on y trouve de nombreuses prises de liberté, histoire de rendre les scènes plus spectaculaires ou reconnaissables, avec les plus importantes. La présence de gravité sans utilisation d'un système de gravité artificielle, les moteurs et les explosions générant un son malgré le vide spatial, les occupants des vaisseaux supportant sans effort les énormes jets générés par les manœuvres extrêmes et les lancements, les vaisseaux laser sont visibles malgré le manque de particules de poussière et de molécules d'air, les vaisseaux spatiaux qui subissent des défaillances moteurs tombent ou s'arrêtent au lieu de continuer leur trajectoire ou leur orbite selon l'inertie.
Les frontières entre dure et douce ne sont pas vraiment claires ni universelles, et il n'y a donc pas de norme unique. Certains pensent que tout écart avec le probable, comme par exemple les voyages hyperspatiaux où les pouvoirs surnaturels sont des marques de douceur, alors que d'autres pensent plus qu'il s'agit de l'accent mis sur les personnages et les implications sociales. Il ne s'agit donc pas de genre ou de sous-genre, mais de façon approximative de définir une histoire. Ce ne sont pas des termes utilisés actuellement couramment au Japon, ni même en France, mais ils peuvent être utiles pour classer une histoire ou si tu visites des sites anglophones. Le space opera met l'accent sur les guerres spatiales, l'aventure dramatique, les batailles interplanétaires et la romance chevaleresque. Situé principalement ou entièrement dans l'espace, il implique généralement des conflits entre des adversaires possédant des armes futuristes et des technologies sophistiquées. L'opéra spatial se présente comme une histoire d'aventure science-fiction. Les histoires de space opera se déroulant à une échelle interplanétaire, elles renforcent les enjeux, les thématiques abordées par les récits de science-fiction, comme l'avenir de l'espèce humaine, les rencontres avec des extraterrestres, les enjeux politiques et les conflits à l'échelle de la galaxie. Avec une échelle aussi importante, il arrive souvent que les personnages semblent sans réel impact sur le cours global des événements. Le réalisme de l'histoire varie énormément d'une œuvre à l'autre. Bien souvent, les lois de la physique ne sont pas respectées, brisant la barrière de la vitesse de la lumière en ignorant la théorie de la relativité, avec ou sans explication pseudo-scientifique, avec des sons se propageant dans le vide spatial, ou encore l'absence de décalage temporel dans les communications. Mais dans d'autres, le récit est bien plus crédible, avec des éléments scientifiques solides, ou en anticipant l'usage de technologies qui ne sont pas encore au point. Avec par exemple la théorie du trou de verre, très populaire depuis le début des années 2000, pour expliquer les déplacements plus rapides que la lumière, ou la modification génétique des humains pour permettre les longs voyages spatiaux. Le Japon, particulièrement avec les animes, est connu depuis longtemps pour ses œuvres de space opera, et bien que les œuvres venant de l'étranger ont eu un grand impact, le Japon s'est rapidement diversifié. Après le premier épisode de Star Trek diffusé au Japon en 1970, arrive l'anime Uchu Senkan Yamato en 1974, créant un véritable boom. Puis en 1977 arrive Star Wars, suivi de Gundam en 1979, ainsi que les mangas de Leiji Matsumoto, Captain Harlock, Galaxy Express et Queen Emeralda, tous écrits en 1977. En 1982 commença la série de romans Gingayu Densetsu, les héros de la galaxie, dont l'adaptation en anime entre 1988 et 1997 reste l'un des animes les plus importants du genre. On peut aussi voir le space opera comme la continuité des romans d'aventure maritime, qui au début de la science-fiction au Japon était l'un des principaux sous-genres. Si la ressemblance est déjà visible en Occident avec par exemple des vaisseaux classés comme frégates, croiseurs ou cuirassés, ou encore la présence de pirates de l'espace, l'organisation des combats entre flottes calqués sur les anciennes batailles navales, l'utilisation du langage marin et certains vaisseaux emblématiques de l'animation japonaise comme l'Arcadia ou le Yamato renforcent encore cette impression. La science-fiction militaire est souvent très proche du space opera, mais il y a forcément des différences. Premièrement, les personnages principaux du space opera ne sont pas forcément des militaires, mais plus des civils ou des paramilitaires, alors que dans la science-fiction militaire, c'est bien très logiquement souvent des militaires. Ensuite, dans la science-fiction militaire, il n'y a pas forcément l'espace, alors que c'est quand même l'élément principal dans un space opera. On y trouve une description détaillée du conflit, des tactiques et des armes utilisées, ainsi que le rôle de l'armée et de ses membres. Les histoires s'inspirent très souvent de conflits terrestres anciens ou actuels, les pays étant remplacés par des planètes ou des galaxies. Les valeurs militaires traditionnelles de bravoure, de sacrifice, du sens du devoir et de la camaraderie sont mises en avant, et l'action est généralement décrite du point de vue d'un soldat. Dans de nombreuses histoires de science-fiction militaire, les progrès technologiques sont fondamentaux, mais les batailles sont gagnées plus par l'intelligence et la bravoure que par la technologie. Le genre peut donc être utilisé pour imaginer les futures guerres et leur impact sur l'humanité. Mais bien que l'on y trouve des messages politiques de différents types, il s'agit le plus souvent de parler de l'horreur et de la futilité de la guerre. Tendance qui a été lancée par des vétérans américains de la guerre du Vietnam afin de critiquer la guerre sans risquer la censure. Le genre est très courant dans les animes et les mangas, reflet d'une société encore très marquée par l'honneur militaire et la Seconde Guerre mondiale. Bien que le thème ne soit pas vraiment récent, le conte japonais Urashima Taro, dont la version connue la plus ancienne date de 720 après Jésus-Christ, utilisait déjà, il ne devient populaire dans le monde qu'après le roman La machine à explorer le temps écrit par H.G. Wells en 1895. Pour l'anecdote, il ne s'agit pas de la première machine à voyager dans le temps.
En 1887, le roman El Anacronópete de l'espagnol Enrique Gasparín Rimbaud possédait la première machine temporelle. Mais c'est la machine à explorer le temps qui a influencé la science-fiction mondiale. Grâce à lui, le concept de voyage dans le temps est rentré très largement dans la culture populaire, lançant de nombreuses discussions et théories scientifiques qui continuent encore aujourd'hui. Le voyage peut se faire de plusieurs façons, grâce à une machine, une capacité ou un pouvoir, une catastrophe ou un phénomène naturel, ou encore en utilisant une porte. Il peut être intentionnel avec un choix volontaire de destination, mais également incontrôlé. Parfois le héros ne remarque pas le décalage de temps avant un moment, voire même pas avant la fin. C'est une variante du thème du temps, mais sans voyage cette fois. L'histoire se construit simplement autour d'un « et s'il s'était passé ça », créant ainsi une réalité alternative. Le terme steampunk est vraiment très récent, puisqu'il date de seulement 1987, mais il se réfère maintenant de nombreuses œuvres de fiction bien plus anciennes. Le steampunk présente des technologies anachroniques ou des inventions rétro-futuristes telles que les gens du 19e siècle les ont imaginées. Il se base également sur cette période pour la mode, la culture, le style architectural et l'art. Les technologies incluent des machines fictives imaginées par H.G. Wells et Jules Verne avec l'utilisation majeure de machines à vapeur, d'où le nom. L'histoire se déroule dans une version alternative de l'époque victorienne britannique du 19e siècle ou du Far West américain. Il peut également incorporer des éléments de fantasy, d'horreur, d'histoire alternative ou d'autres branches de la fiction spéculative, ce qui en fait souvent un genre hybride. Le film Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki a été fortement influencé par la culture steampunk. Le film met en vedette divers appareils aériens et engins à vapeur, éléments qu'on le retrouve dans plusieurs films de Miyazaki. Une dystopie est une histoire où une société est organisée de façon où elle empêche ses membres de trouver le bonheur. Les auteurs de ce type veulent généralement faire prendre conscience des dangers d'une idéologie présente à leur époque. Les éléments suivants sont assez typiques. Il y a une purge, les organes de sécurité excluent de la société ceux qui sont jugés inaptes ou anti-système. L'organisation ou leader prétend qu'il s'agit d'une société idéale, à grands coups de propagande et de lavage de cerveau. La liberté d'expression n'existe pas, les publications jugées nuisibles sont interdites ou détruites. Il y a une classe d'une extrême pauvreté où les gens ne sont pas traités comme des êtres humains. La pauvreté a officiellement été éradiquée, mais en réalité ils sont juste isolés des citoyens. En ce qui concerne les citoyens, le système gère la classe civique au niveau de la lignée et de l'ADN. Il y a un contrôle des naissances. Il s'agit d'une représentation d'une réalité idéale et sans défaut. Mais l'utopie, ce n'est pas le contraire de la dystopie. Ils peuvent même être extrêmement proches. Il ne s'agit pas de vivre dans la joie, la bonne humeur, en harmonie avec la nature. Voici les principales caractéristiques des œuvres utopiques. C'est une île ou cité isolée. La science et le génie civil sont inoffensifs et centrés sur des villes fortifiées géométriques. La vie est très rationalisée, c'est une société uniforme, simple et régulière. Le luxe et la luxure n'existent pas, et la vie quotidienne est strictement organisée et planifiée. Les gens sont classés par fonction, la position de chaque individu étant totalement égale, mais en échange il n'y a pas d'individualité. Il peut également y avoir des esclaves ou des prisonniers pour faire les travaux difficiles ou dangereux. C'est un lieu hygiénique à la fois physiquement et socialement. Les bactéries et autres sont exterminées et il n'y a pas de place pour le crime. L'histoire s'est arrêtée puisque la société idéale est atteinte, l'utopie étant également un pays sans temps. L'idéal d'une telle société vient de la réinterprétation des idées de la Grèce antique. Encore un genre très récent puisqu'il est apparu en 1984 avec le roman Neuromancer de William Gibson. Le cyberpunk se déroule dans un monde futuriste et se concentre sur une combinaison de faible qualité de vie et de high-tech, mettant en avant des avancées technologiques et scientifiques telles que l'intelligence artificielle et la cybernétique. Les écrivains de cyberpunk ont également tendance à utiliser des éléments des romans policiers et des films noirs pour décrire le monde souterrain d'une société électronique. Les histoires de cyberpunk sont des dystopies à base d'ordinateurs et de réseaux internet où des multinationales géantes ont remplacé les gouvernements en tant que centre politique, économique et même militaire. Dans la plupart des œuvres, on retrouve le thème de la manipulation du vivant. Plus particulièrement d'un croisement entre l'homme et la machine, cyber venant de cybernétique et renvoyant l'amélioration des capacités humaines en remplaçant des organes par des organes cybernétiques. Punk lui renvoie une société violente et décadente. De nombreux protagonistes de cyberpunk sont manipulés et placés dans des situations où ils n'ont pas vraiment le choix, avec des anti-héros, criminels, dissidents et marginaux qui sont également la raison de punk.
Dans certaines œuvres, une grande partie de l'action se déroule en ligne, dans le cyberespace, brouillant ainsi la frontière entre la réalité et le monde virtuel. Le cyberpunk est d'ailleurs considéré comme la prévision de l'apparition du web au début des années 1990. Le film Blade Runner de 1982 est le modèle typique du cyberpunk, mais c'est surtout les années 1990 qui furent marquées par de très nombreux animes et mangas cyberpunk, avec par exemple Akira, Gun, Ghost in the Shell et Lane. La très forte influence du roman Neuromancer, l'important développement technologique, les changements de mentalité et la crise économique japonaise des années 1990 expliquent que la plupart des œuvres de cyberpunk japonaises furent produites à cette époque. Le biopunk est apparu durant les années 1990 et se concentre sur les conséquences imprévisibles de la révolution biotechnologique qui a suivi la découverte de l'ADN recombinant. Il raconte les luttes d'individus ou de groupes, souvent le produit d'expérimentation, sur fond de gouvernements totalitaires ou de mégacorporations qui abusent des biotechnologies comme moyen de contrôle social ou de profit. Très proche du cyberpunk, la différence vient surtout du fait qu'il ne s'appuie pas sur l'informatique, mais sur la biorobotique et la biologie synthétique. Les individus sont généralement modifiés et améliorés, non pas avec des implants cybernétiques, mais par manipulation génétique de leurs chromosomes. Le nanopunk est quasiment identique au biopunk, mais remplace la biotechnologie par les nanites et les nanotechnologies. L'histoire décrit la survie ou la fin de l'humanité après un événement apocalyptique ayant ravagé la civilisation. L'apocalypse peut avoir des causes extrêmement variées: effondrement écologique, chute de météorites, guerre nucléaire, virus, zombies, extraterrestres, révolte de robots. L'histoire peut soit parler des tentatives pour empêcher l'apocalypse, gérer ses conséquences ou peut être post-apocalyptique et se dérouler après l'événement. Ça peut être immédiatement après la catastrophe en se concentrant sur les difficultés, la psychologie des survivants et la façon de maintenir l'espèce humaine, ou beaucoup plus tard. La civilisation pré-catastrophe peut même avoir été oubliée ou être devenue une légende. Les histoires post-apocalyptiques se déroulent souvent dans un monde futuriste sans technologie, ou dans un monde où subsistent juste quelques éléments dispersés de la société de la technologie pré-catastrophe. La peur de la fin du monde est aussi vieille que la civilisation. Dans notre société moderne, la pensée scientifique et critique a juste remplacé la pensée religieuse et mystique, où l'apocalypse biblique a été remplacée par des scénarios plus réalistes. La fiction apocalyptique véhicule les peurs et les angoisses des sociétés de leur époque. Ces œuvres n'ont souvent pas de perspective globale, puisque les protagonistes sont seuls et généralement avec peu ou pas de connaissances du monde extérieur. Les personnages explorent souvent un monde sans technologie avancée et peuvent subir un véritable choc s'ils découvrent de telles technologies. Au Japon, la croissance économique rapide des années 1960, suivie des deux chocs pétroliers des années 1970, entraîna l'angoisse de la société. Dans les années 1980 et 1990, l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima aux USA et de Tchernobyl en URSS marqua l'opinion. De nombreux animés et mangas post-apocalyptiques apparurent alors, comme Ken le Survivant, Nausicaa de la Vallée du Vent ou encore Evangelion. Mais depuis la fin des années 90, le genre n'est pas très populaire au Japon. L'action se déroule à la fin de la vie sur Terre. Les thèmes de la lassitude du monde, de l'innocence, de l'idéalisme, de l'épuisement de plusieurs de toutes les ressources et de l'espoir de renouvellement dominent. La différence avec le post-apocalyptique, c'est qu'il ne parle pas d'une destruction catastrophique ou soudaine, mais de l'épuisement de la Terre. Le terme a été inventé aux États-Unis durant les années 40 par Isaac Asimov pour décrire ses propres œuvres. La science-fiction sociale s'intéresse peu à la technologie, mais bien plus à la description de sociétés futuristes. Le but est généralement de faire une critique de la société ou de prévenir de ses possibles futures dérives. Il peut également y avoir des représentations de sociétés extraterrestres qui sont en réalité des versions exagérées des nôtres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et si tu ne veux rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.